Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, plateau un petit peu spécial aujourd'hui et puis des accessoires un peu spéciaux aujourd'hui aussi, puisque si vous suiviez le live de ce matin à 11 heures, on a testé des friteuses sans huile, voilà, avec toute l'équipe, c'est-à-dire Marie Sciolfi, Mathieu Freitas et aussi Eric Nicole de Marmiton qui est venu nous rendre visite et tenter des recettes un peu expérimentales. Je vous rappelle, toute la rediffusion est disponible dans le lien dans la description pour voir ce que valent ces mini-fours, parce qu'en fait ce sont des mini-fours, et quelle est la meilleure sauce entre l'andalouse et l'algérienne. Du coup, on a pris beaucoup de temps, on n'a pas pu tourner une vraie quotidienne pour aujourd'hui. Je vous ai fait une petite section en live ce matin d'un coup que je vais vous diffuser tout de suite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode qui sera tourné dans les règles de l'art. En attendant, je grignote et je vous laisse visionner ça. À très vite. On est parti avec les news, Allez, j'en ai quelques-unes, promis ça ne durera pas jusqu'à 13h. On commence avec évidemment ce que tout le monde attend depuis des semaines, le Black Friday, le vendredi noir, des soldes dans tous les sens, donc vous imaginez bien que toute l'équipe est sur le pont depuis déjà la semaine dernière, et on a tous les guides dont vous avez besoin, c'est-à-dire par thématique, ou par distributeur et enseigne, si vous avez peut-être des abonnements, vous êtes adhérente ou adhérent Fnac, ou vous avez un petit abonnement Prime, etc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Donc, vous avez les bons plans Amazon, vous avez par enseigne, et puis vous avez par thématique, et je peux vous dire que depuis quelques jours, on envoie tous les deals pour essayer de vous montrer que les bons deals et être les plus réactifs possibles. Alors n'oubliez pas que sur les deals les plus demandés, au hasard des télé OLED, ça part assez vite, donc il faudra rafraîchir le site et être très réactif par rapport à d'autres deals qui mettent peut-être la journée à partir ou d'autres qui sont un peu pépouses. Voilà, sur certains, il va falloir être très réactif si vous voulez faire vos petites courses de Noël maintenant. Et on se posait la question s'il y aurait des deals intéressants vu que c'est la pénurie des composants en ce moment. Il y a quand même des bons deals, voilà. Vous pouvez y aller, il y a quand même des bons deals. Mitriloid qui a acheté 32 Go de RAM pour 87€, mais j'ai même pas vu. Alors là. Oui, changement de studio Enzo M, car on est sur le studio 1 aujourd'hui. Normalement, tous les jours, vous êtes sur le studio 2 avec moi, mais quand on reçoit plus de monde, on va sur le studio 1. Est-ce que je suis un peu malade? J'ai le nez qui a un peu pris, mais tout ira mieux lorsque j'aurai respiré l'odeur de la friture. Voilà. Et Warzeo a raison, si vous avez un abonnement Amazon Prime, évidemment, profitez-en pour nous lâcher un petit sub Prime. Donc allez évidemment voir sur la page, la homepage des numériques, on a ce guide qui vous rassemble un peu tous les deals. Et puis de toute façon après, vous avez clairement dans l'actualité ici, vous avez tout notre fil d'actu. Et si vous êtes vraiment en mode bon plan, vous cliquez sur bon plan et vous avez absolument tout qui tombe à la minute. Donc voilà, c'est vraiment le moment de le vérifier et de le rafraîchir régulièrement. Ok. On enchaîne avec l'autre point, c'est que bientôt ensuite il y aura Noël, donc on commence à faire des petits guides de Noël si vous avez des envies, voilà, donc n'oubliez pas d'aller checker ça, c'est le moment de faire votre shopping de Noël et de le faire à un bon prix, on va dire, avant d'attaquer le shopping de Noël au plein pot, c'est-à-dire pour des gens comme moi qui commencent leur shopping de Noël le 23 décembre, bon, autant le faire maintenant, et on va vous faire régulièrement des guides de Noël avec différentes thématiques, voilà pour les 2 points shopping. Maintenant qu'on a fait les 2 petits points shopping, eh bien on va faire le reste de l'actu tech. On commence avec une petite news Google Pixel 6. Ah, ça faisait longtemps. On va parler du Pixel 6A ce coup-ci. Je vous rappelle que la version, on va dire, un peu plus entrée de gamme des Pixels, c'est les A. Et ils arrivent toujours avec un rapport qualité-prix intéressant. Voici les premiers leaks visuels selon OnLeak. Voilà, fuiteur fou. Et vous allez voir, eh bien on dirait un Pixel 6 normal. La ressemblance va encore plus loin puisque ce Pixel 6A, et alors là je serais déçu, mais bon c'est le sens du marché, eh bien va faire 6,2 pouces de diagonale d'image, vous voyez ici. Donc c'est grand, c'est plus grand que le Pixel 5 et c'est très proche du Pixel 6 qui fait 6,4 pouces. Donc vraiment chez Google cette année, eh bien on est vraiment dans les grands téléphones et ce sera rien d'autre. On espère avoir un prix encore plus doux. Je pense qu'on aura un son qui ne sera pas un Google Tensor ce coup-ci. Est-ce que ça lui retire des fonctionnalités? À voir. Ou alors est-ce que ce sera un Google Tensor avec moins de cœur? Mais je vous rappelle que le Pixel 6 à 650€ est déjà une très bonne affaire. Ici, il faudrait qu'il soit, j'imagine à 500€ pour qu'il soit intéressant par rapport au Pixel 6. On aura sûrement la réponse début 2022. Dans les autres fuites, on nous annonce qu'il n'y aura pas de prise jack malheureusement et qu'il y aura toujours le capteur sous l'écran qui a fait un petit peu débat sur ses grands frères, mais c'est la fin du capteur derrière le téléphone. Voilà. Hop, bonjour tout le monde. Ce serait bien d'avoir les 6 Pro tout de suite, nous dit ce cher M-Stob. Je ne sais pas s'ils sont encore en rupture de stock, ils sont difficiles à avoir.
Mais je crois que ça s'est quand même bien vendu pour le 6 et le 6 Pro, et j'imagine que le 6A, s'il est bien placé, et s'il garde l'essentiel, c'est-à-dire peut-être le capteur principal et des bonnes performances, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux un Pixel 6 Pro Mini, dit Warzeo. Bienvenue au club. On est 2 dans le club, voilà. C'est comme les gens qui ont voté Benoît Hamon en 2017, hein. Je pense qu'on est 6% à le vouloir. Mais les iPhone Mini Pro, les Pixel 6 Mini Pro, eh bien, on les aura pas vraiment. J'enchaîne du coup avec l'automobile et Apple, justement. Et ces chers consultants de chez Morgan Stanley qui sont extrêmement enthousiastes par rapport aux fuites autour de l'Apple Car. Morgan Stanley, donc, qui est une banque et une société d'investissement, a prévenu ses clients qu'un bouleversement majeur se prépare dans le monde de la voiture électrique. En gros, acheter des actions Apple maintenant, même si elles sont déjà très hautes, puisque selon eux, la voiture d'Apple va arriver au croisement des chemins. Je vous en avais beaucoup parlé la semaine dernière sur ce que serait l'Apple Car, et pour moi ce ne sera pas qu'une voiture, mais plutôt un ensemble d'abonnements et de services, et du coup peut-être un écosystème propre. Et bien pour eux ça va arriver déjà au même moment où les véhicules de conduite autonome de niveau 5 seraient prêts technologiquement. Je vous rappelle qu'il y a 6 niveaux d'autonomie dans un véhicule. Le niveau 0, c'est une voiture manuelle. Les niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Et le niveau 5, c'est l'aide totale sans supervision humaine. Et c'est évidemment ce que Apple vise, puisque la dernière rumeur nous dirait que l'Apple Car n'aurait littéralement pas de volant. Et puis, comme je disais la semaine dernière, et comme le dit aussi Morgan Stanley, eh bien, l'intérêt, c'est qu'évidemment, l'Apple Car serait un moyen aussi de faire entrer des gens dans l'écosystème Apple, et elle serait bardée de services en plus. Et donc, son business model ne serait pas que sur la vente de l'objet. Ces 3 années d'ici le 2025 vont être très très longues. J'imagine qu'on aura le flot de fuites, de rebondissements et de plot twists. Mais en tout cas, chez Apple, eh bien, l'annonce est plutôt bien reçue. Hop, est-ce que l'Apple Car sera réparable, dit Bit 974 ? Je peux pas dire autre chose. Je peux pas dire autre chose. On reste dans l'automobile, mais ce coup-ci, malheureusement pas dans les technologies, mais plutôt eh bien, dans la société et le comportement des gens. Après les scandales chez Ubi et Activision Blizzard, eh bien, on a un scandale qui a éclaté chez Tesla, et c'est pas le premier, puisque une travailleuse de l'usine de Fremont vient d'attaquer en procès l'entreprise pour harcèlement moral et sexuel durant son expérience. Elle a évidemment quitté l'entreprise. Elle s'appelle Jessica Barraza, et derrière elle, il y a d'autres témoignages qui sont en train d'arriver sur les conditions de travail, notamment des femmes chez Tesla. Cette usine de Fremont, c'est pas la première fois qu'elle est remise en cause dans sa gestion et dans son comportement, puisque je vous rappelle que il y a quelques mois, un employé de Tesla, un employé noir, avait attaqué en procès l'entreprise aussi pour discrimination et racisme rampant dans cette même usine de Fremont. Donc c'est pas la première fois que cette usine est un peu épinglée. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, eh bien, une ex-dirigeante de Rivian, donc je vous rappelle là, Rivian qui est la start-up qui fait des SUV, avait quitté Rivian aussi en disant qu'elle n'avait jamais vécu une ambiance aussi broculture, aussi toxique et aussi sexiste dans une entreprise, et elle était partie après avoir publié un long mémo sur Medium pour expliquer ce qu'on connaît déjà un peu trop malheureusement, puisqu'on l'a vu dans tellement d'entreprises du jeu vidéo, dans tellement d'entreprises de la tech et dans ces entreprises de l'automobile. Et on l'a vu aussi notamment chez Uber, qui avait un peu lancé tout ce mouvement aussi de libération de parole autour de ces startups dirigées par des bros. Eh bien, évidemment, chez Tesla et chez Rivian, ils ne sont pas du tout épargnés par ce genre d'ambiance dégueulasse. Je vous rappelle aussi que le mouvement Apple II s'était lancé il y a quelques temps, mais que les 2 têtes du mouvement Apple II chez Apple eh bien, ont quitté l'entreprise. L'une a été licenciée et l'autre a eu un règlement à l'amiable en privé avec Apple. Je continue à vous tenir au courant de tout ça, puisque, encore une fois, ce sont des entreprises de demain. Si elles pouvaient aussi avoir l'ambiance et les comportements et la safe attitude de demain, ça nous ferait plaisir. Voilà. On va maintenant parler d'espace avec la fameuse saga dont je vais vous parler depuis 2 semaines, et je vais la faire maintenant parce que vraiment je ne vais jamais la faire. Donc je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 semaines, donc le 9 novembre, Thomas Pesquet est redescendu sur Terre de sa mission sur l'ISS. Voilà, le fameux astronaute français. Eh bien, avec SpaceX, est redescendu, tout s'est bien passé. On était content pour Thomas Pesquet. Le problème, c'est que... Enfin, la bonne nouvelle, c'est que Thomas Pesquet a peut-être échappé à un des gros ennuis, puisque
quelques jours après le départ, enfin le retour de Thomas Pesquet sur Terre, eh bien on a appris, et vous avez dû le voir, qu'il y a eu un tir de missile anti-satellite qui a eu lieu dans l'espace sans que personne ne soit prévenu, et même certains services, notamment de l'aérospatiale russe. Et donc un satellite russe a été détruit par un missile russe. Comme c'est comme ça, tranquillement. Les Russes, les Russes ne s'en cachent pas. Voilà, les Russes ne s'en cachent pas. Ils disent que pour eux, c'est un test de tir qu'ils voulaient faire pour voir s'ils pouvaient shooter un satellite. Donc ils ont shooté un de leurs propres satellites. Et ce qui est grave, c'est que du coup, ça crée à peu près 1400 débris dans l'espace. Et l'ISS, a dû changer sa trajectoire, et toutes les 90 minutes, en fait, l'ISS était un petit peu en danger, et les membres qui étaient à bord de l'ISS, ont dû un moment monter dans des pods de secours au cas où. C'était un peu Gravity, mais en vrai, avec des fameux débris dans l'espace qui auraient pu trouer la station si elle était pris en pleine tronche. Donc compliqué. Donc les États-Unis ne sont pas contents du tout, enfin le monde entier de l'aérospatiale ne sont pas contents du tout, et critiquent vertement la Russie. La Russie qui explique que oui, c'est bien elle qui a tiré sur un satellite, mais bon, ça va, c'est le sien. Ils font ce qu'ils veulent. Je vous expliquerai après peut-être la petite théorie. Mais en attendant, il va falloir nettoyer ces débris, puisqu'on se rend compte que la notion de débris dans l'espace devient vraiment pas probable, mais problématique, pardon. Et dans cet article de Wired, il rappelle qu'aujourd'hui, on aurait au moins 24 000 débris dans l'espace dangereux, parce qu'évidemment il y a des dizaines de milliers de micro-débris dans l'espace de sources humaines, mais on en aurait 24 000 qui sont surveillés, et il va falloir commencer à envoyer les éboueurs de l'espace. C'est une mission, j'imagine bien Bruce Willis partir au ralenti avec Ben Affleck pour aller nettoyer l'espace. Mais en attendant, c'est une vraie histoire, et du coup il va falloir mettre en place un système déjà de nettoyage de l'espace, puisqu'on a déjà commencé à dégueulasser ce qui se passe hors de la Terre. En attendant, on a eu plusieurs analyses. On a eu plusieurs analyses sur les débris. Donc Cosmo 1408, c'est le satellite russe qui a été shooté par la Russie. Et ici, chez Leo Labs, ils ont commencé à faire des représentations des débris dans la Terre et autour de la Terre. Où est-ce que ça traîne? Quelle est la masse? À quelle hauteur? Etc. Est-ce que c'est dangereux? On a aussi ici une étude de l'EUSST pour montrer un peu les débris, où est-ce qu'ils se placent. Donc tout le monde essaie de comprendre où sont les débris. Vous voyez qu'ils traînent sur une grande longueur. Et puis on a une bonne visualisation ici, voilà, de Hugh Lewis, qui essaie de montrer un peu, de représenter un peu comment ces débris tournent autour de la Terre, suivant les données des deux blocs que je vous ai montrés juste avant. Et bien évidemment, c'est une traînée qui reprend un peu la position du satellite 1408 et qui tourne maintenant autour de la Terre, avec donc 1400 d'entre eux au moins qui seraient dangereux s'ils venaient rencontrer d'autres satellites ou l'ISS par exemple. Donc c'est vraiment compliqué. Ça va être pas jojo. Et dernier point aussi qui m'a un peu interpellé, que j'ai retrouvé ici, une théorie de chez Ars Technica. C'est que la théorie la plus complotiste ou la plus grave serait pas juste que la Russie a testé des missiles pour tester des missiles. Je vous rappelle que je vous chronique depuis quelque temps ce début de guerre de l'espace qui se met en place, et le fait que notamment la Chine ait des techniques de sabotage de satellites. Mais une des théories qui est en train d'émerger, c'est que la Russie serait de plus en plus en retard sur la course aux satellites commerciaux, au tourisme spatial et autres lanceurs par rapport à la Chine, aux États-Unis, et c'est un retard que la Russie ne pourra jamais rattraper. Et en effectuant ces tirs, Vladimir Poutine effectue une sorte de politique de la terre brûlée, et qu'en fait, il rend certaines orbites inexploitables, puisque certaines orbites sont désormais polluées par ces déchets extrêmement dangereux qui empêchent de lancer des satellites, et ce serait une manière pour la Russie de ralentir ses concurrents. On ne sait pas encore, c'est une théorie parmi d'autres. L'autre théorie, c'est qu'évidemment c'est un coup de semonce pour lancer un peu une sorte de guerre froide dans l'espace, ou de commencer à se disputer des territoires, etc. Autant vous dire que ce qui va se passer dans l'espace, ça va pas être jojo dans les prochaines années, et ça va peut-être être de pire en pire. Voilà. Les USA et la Chine font exactement le même type d'essai, mais comme c'est la Russie, oh mon dieu, quoi dit Twitch Press? Oui, c'est ce que je dis, c'est que je vous avais parlé il y a 2 semaines des techniques de la Chine pour saboter des satellites.
Je vous avais aussi parlé, je crois que c'était à la rentrée, on parlait des techniques de défense de satellites, puisque bientôt on aurait des techniques au sol ou dans l'espace pour protéger les satellites de tirs anti-satellites, donc ça devient un peu compliqué. Et effectivement, tout le monde est en train de s'armer en ce moment. Voilà, évidemment, tout le monde est en train de s'armer en ce moment. C'est juste la première fois qu'on a un essai un peu sauvage dans l'espace qui a été effectué comme cela. Mais effectivement, évidemment que toutes les nations sont en train de s'armer en offense comme en défense par rapport à ce grand territoire, ce grand marché. Hop. Bonjour Lorelai et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quotidienne. Je termine avec les dernières news, après on accueille la fine équipe des fritos et des fritas. Un petit peu de gaming avec GTA Trilogy, je vous rappelle, qui a été lancé en grande pompe la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, parce que c'était le 11 de novembre. Et je vous rappelle que c'était une trilogie qui rassemblait 3 anciens GTA, dont le fameux San Andreas, qui a été lancé par Rockstar et qui s'est retrouvé dans la panade, puisque le launcher ne marchait pas et les jeux surtout étaient buggés comme ce n'est pas possible. Des bugs incroyables pour un produit qui a été fini, on va pas se mentir, à l'urine. Et il a fallu qu'à un moment, Rockstar retire la Definitive Edition de sa trilogie par rapport à tous les bugs qui est dans tous les sens, voilà, les gens qui ne pouvaient pas y arriver. Et finalement, Rockstar s'est fendu vendredi dernier d'un message pour s'excuser platement de l'état de sortie de cette GTA trilogie. Pourtant, les jeux Rockstar en général, quand ils sortent, ça va. Ils vont travailler dessus. Et ils vont permettre aussi aux gens de retélécharger les épisodes originaux et pas les épisodes refaits, puisque là, ils se sont vraiment pris plein la tronche. Ils demandent aussi, et là, par contre, on est d'accord avec eux, à ce qu'on ne menace pas et qu'on n'agresse pas les développeurs et les community managers de Rockstar, puisque même si l'éditeur a merdé, clairement, n'a pas fait un bon boulot du tout, c'est pas la peine pour menacer ou doxer des gens comme ça. Pour le reste, on espère que l'éditeur va un peu se bouger les fesses, parce que c'est pas comme si c'était des jeux qui n'existaient pas depuis des années et qui n'avaient pas été optimisés. Et même s'il y a eu un changement de moteur, j'espère qu'ils vont taffer dessus, qu'ils vont laisser un peu de temps au studio qui était responsable de ce triple remake en tout cas. Voilà pour Rockstar. Je termine avec de l'audio et de la musique, ça aurait été très très vite aujourd'hui. Winamp revient. Et Winamp revient. Alors, Audio Valley, je vous rappelle, c'est la compagnie qui détient Winamp. Voilà, ils ont plusieurs entreprises. Jamendo, si vous avez déjà téléchargé des petits morceaux, un peu comme de la banque d'images, mais musicales. Shoutcast, que certains connaissent donc pour faire du podcast et du streaming. Et puis Winamp, évidemment. Winamp est très connu. Mais Winamp va revenir. Vous dites quoi, Winamp? Le grand retour de Winamp? Eh oui. Le grand retour de Winamp, mais c'est pas exactement ce que vous imaginez. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Winamp, Winamp est un lecteur de musique très connu, puisqu'il était modulaire, vous pouvez charger des skins dans tous les sens. Je pense que si je tape Winamp Worst Skins, on va pouvoir rigoler dans Google Images. Mais les plus vieux d'entre nous se rappellent de ces magnifiques lecteurs custom, voilà, de Winamp, qui permettaient d'avoir vraiment le Winamp de ses rêves. Oh là, celui-là, il est dur de chez dur. Voilà, on a des skins. J'ai passé des soirées entières à trouver des skins Winamp pour avoir un beau lecteur de musique. On connaît évidemment ce lecteur. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Les années 2000 viennent d'appeler, ils veulent rappeler leur esthétique et je vais leur rendre bien. Oh là 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 là. Les fans de Dawson, évidemment, avec leur lecteur Winamp. Bref. Donc, Winamp revient. Mais on se dit, mais à quoi ça servirait de relancer un lecteur de musique à une époque où les gens n'ont plus vraiment de fichiers musicaux en local? Ils ont plutôt des fichiers musicaux. Oh là là. C'est féroce. Ils ont plutôt des fichiers audio streamés. Ils n'ont plus besoin de ça. Oh, c'est cette esthétique, mes amis. Oui, aïe. Oh là 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 là. Je saigne des yeux. J'espère que vous avez une bonne bande passante chez vous. Et pour les gens qui ne font qu'écouter l'émission tous les matins, et je vous embrasse, c'est le moment de la regarder. Vraiment, là, je vous envoie de la bonne. Voilà, bref. C'est un peu toutes les années 90 et 2000 qui défilent devant vous. Mais Winamp revient. Et donc, Winamp revient, mais sous forme, je le sens, de service, malheureusement, pour les gens qui voulaient avoir un lecteur de MP3, puisque, vous allez voir que Winamp veut un petit peu connecter les artistes avec leur audience. C'est-à-dire qu'il y aura,
un media player, très bien, c'est Winamp, mais il y aura aussi un espace pour les créateurs, donc ce serait peut-être une sorte de Spotify ou quelque chose comme ça. Devenir un partenaire, donc voilà, j'imagine que vous allez pouvoir streamer votre musique et vous connecter avec des gens, parce que la grande bataille aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires et des créateurs de contenu et essayer de les financer. Et donc, Winamp eh bien, sera toujours disponible ici dans sa version lecteur de musique locale, voilà, pour les gens qui sont intéressés par ça. Mais on sent que Winamp est en train d'essayer de se réinventer comme un service musical. Je ne sais pas si Audio Valley aura les reins pour venir attaquer les géants de la musique avec juste un peu de nostalgie autour d'un nom. Je n'en suis pas certain. Voilà. Je vais terminer cette petite quotidienne Les Numériques, qui est en fait du coup aussi la quotidienne condensée des numériques, avec une dernière news et on reste sur de la musique, avec un petit tweet d'Adèle intéressant et qui me permet de vous interroger, c'est le moment un peu société. Adèle a fait supprimer la fonction shuffle par défaut, alors attention c'est toujours possible de faire du shuffle, lorsque vous écoutez son album. Voilà. Et donc Popcrave qui rapporte que, eh bien, à la sortie de l'album 30 par Adele, qui apparemment est en train de battre tous les records, Spotify a retiré le bouton Shuffle par défaut lorsque vous lisez l'album. Et Adele a dit merci Spotify, puisque c'était la seule requête que j'ai demandée. Nous ne créons pas des albums avec autant d'attention et de craft pour que notre ordre de passage de chansons ne soit pas vraiment respecté. Notre art raconte une histoire et nos histoires, eh bien, devraient être écoutées telles qu'elles ont été conçues. Merci Spotify pour nous avoir justement écoutés. Donc je vous rappelle, avant que vous partiez en mode oulala, c'est un peu too much, que la fonction shuffle, elle existe. Voilà, c'est juste que quand vous allez lire l'album d'Adèle, et je crois que Spotify était très content de répondre, quand vous lisez l'album d'Adèle, la fonction shuffle, il faudra aller dans les options avancées pour se mettre en shuffle. Sinon, de base, eh bien, vous ne pourrez le lire que dans l'ordre. Voilà. Et c'est une première, puisque c'est une demande de l'artiste. Spotify ne l'a fait que pour elle pour l'instant. Peut-être que Spotify le fera pour d'autres personnes. Et évidemment, ça a lancé le grand débat de la fameuse vision de l'artiste, un débat que vous connaissez bien dans le monde du jeu vidéo, sur est-ce que quand quelqu'un sort un album, faut écouter l'album dans l'ordre ou pas. Est-ce que certains albums sont faits pour être écoutés dans l'ordre ou pas. Je trouve ça intéressant. Parce que je sais que de toute façon, l'option shuffle n'est pas retirée, donc c'est pas non plus, on ne met pas le couteau sous la gorge, mais l'option shuffle n'est juste plus disponible. Voilà. Sur celui d'Orelsan, il n'y a pas de shuffle non plus, nous dit Stan Verjou. Alors, de ce que j'ai compris, normalement, Spotify avait tweeté pour dire que c'était un peu une faveur qu'ils avaient fait à Adele, normalement. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je le veux retrouver. Mais normalement, à voir. La démarche est assez intéressante, mais surtout c'est un gros coup de pub du DJPIF. Je me pose vraiment la question, effectivement, parce que moi j'écoute beaucoup d'albums en shuffle, parce que j'écoute beaucoup de playlists déjà en shuffle, plus que des albums. Et c'est vrai qu'après un album, comme beaucoup de personnes, il y a très peu d'albums dans ma vie où j'aime toutes les chansons et j'aime écouter les chansons dans l'ordre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'albums dans ma vie que j'aime, mais on va pas se mentir, il y a souvent un tiers des chansons sont des fillers sans grand intérêt. Donc où je mets du shuffle, ou des fois je recrée des playlists avec des bouts d'albums avec les chansons qui m'intéressent. Je comprends certains artistes ou certaines artistes qui veulent raconter une histoire du début à la fin et qui préféraient qu'on essaie de suivre cette vision qu'ils ont. Mais je trouvais ça intéressant. Et effectivement, je trouve ça intéressant que sur certains albums, de même qu'aujourd'hui sur Spotify et sur d'autres services, on peut avoir les paroles, on peut avoir une fiche wiki de l'album. Ça pourrait être intéressant qu'effectivement l'artiste nous fasse, avec un laïus un peu court, des conseils d'écoute. Voilà, peut-être ils nous disent, je trouve ça intéressant que vous l'écoutez dans l'ordre, ou alors, comme a fait Sia avec son dernier album ou Kanye West, c'est plutôt plein de morceaux qui ont été produits et qui n'ont pas forcément d'ordre important. Mais je trouve que la démarche de la part d'Adèle était intéressante. Et je vous laisserai voir dans les commentaires ou dans le chat ce que vous en pensez. On ne regarde pas un film en mode shuffle, pourquoi lire un album en mode nawak, dit Henri Lénum. La question se pose. Je pense pas qu'un album soit conçu comme un livre ou un film. C'est comme si vous regardez une série télé avec des épisodes qui ne se suivent pas forcément, avec des épisodes stand-alone. Il y a des gens qui les regardent dans le désordre. Bon, effectivement, des fois on ne comprend pas tout. Mais je suis pas sûr qu'un album se considère comme un livre avec différents chapitres, puisqu'un livre est complètement linéaire, à part les livres dont vous êtes le héros, et un film est une seule pièce. Voilà. Je considère des albums comme... C'est comme si vous alliez par exemple sur peut-être Mario Party. Voilà, Mario Party, il y a peut-être un mode de jeu où vous avez un scénario du début à la fin pour vous touiller avec des amis. Et puis Mario Party, il y a aussi des playlists de jeux qui peuvent arriver dans le désordre. Voilà, il y a aussi des jeux avec de la génération procédurale de niveau. Donc je suis pas sûr que certains albums soient
obligatoirement à écouter dans l'ordre par rapport à d'autres albums, mais je pense qu'effectivement des albums qui sont conçus et écrits pour être écoutés dans l'ordre, je trouve ça intéressant qu'on a un avertissement pour dire tu devrais l'écouter dans l'ordre parce que ça va t'apporter quelque chose en plus. Voilà, Score Unique qui dit aussi un recueil de nouvelles. C'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai lu un recueil de nouvelles, c'était des nouvelles qui ont été écrites sur plusieurs années. Et puis à la fin, elles ont été rassemblées en recueil. L'ordre de ces nouvelles, en fait, il a sûrement été pensé par l'éditeur ou l'éditrice. Mais je pense que c'était pas trop grave si je lisais une nouvelle avant une autre, par exemple. Donc je pense qu'un album peut être parfois considéré, comme certains le disent, comme un recueil de nouvelles. Et voilà, c'est un amoncellement de chansons. Et puis des fois, ça peut être conçu comme un livre ou une série de télé à suivre, où effectivement l'ordre importe. Mais ça débat beaucoup autour, en tout cas, de cette décision d'Adèle. Des gens sont pour, des gens sont contre. Moi, je trouve que c'est bien, personnellement, tant qu'on nous laisse le choix derrière, puisque si vous le voulez à la fin, voilà. C'est la fin de cette quotidienne, mais c'est pas la fin de l'émission elle-même, puisqu'on a fait le tour des news. Demain, évidemment, je ferai une énorme quotidienne qui va durer 2h25. La régie mourra de faim en direct devant vous. Je fais déjà des bisous à Carla Diana. Mais je vais accueillir du coup mes petits compères maintenant pour les friteuses.